La mort est-elle vraiment une fin absolue ? Depuis l'aube de l'humanité, nous avons accepté cette règle immuable. Ce qui s'éteint ne revient jamais. L'extinction est un silence éternel, une bibliothèque qui brûle, une symphonie qui s'arrête brutalement sans laisser de partition. C'est ce que nous croyions. Mais nous sommes à l'orée d'un changement de paradigme vertigineux. Dans les laboratoires aseptisés de génétique, sous la lumière froide des microscopes, l'homme est en train de briser le sceau de l'irréversible. Nous ne parlons plus de conservation, mais de résurrection, de la biologie de la déextinction. C'est une quête prométhéenne, un mélange fascinant d'hubris technologique et de repentance écologique. Avons-nous le droit de jouer aux dieux pour réparer nos erreurs de mortels ? Et si ces fantômes du passé revenaient, trouveraient-ils leur place dans notre monde fracturé ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses du temps pour remonter à la surface 10 créatures que la science s'apprête à arracher au néant. 10 projets titanesques. Mais je dois vous mettre en garde. Parmi ces merveilles scientifiques se cache une entité dont la mémoire est encore imprégnée de sang. Une créature qui, selon certaines croyances anciennes, ne devrait jamais être nommée et encore moins regardée dans les yeux. Restez très attentifs, car à mi-chemin de ce compte à rebours, votre interaction sera nécessaire pour assurer votre protection. Préparez-vous, car la frontière entre le passé et le futur est sur le point de s'effondrer. Numéro 10. Le pigeon migrateur, l'éclipse de plumes. Nous commençons ce compte à rebours par une histoire qui dépasse l'entendement par son échelle. Il est difficile pour l'esprit moderne de concevoir ce qu'était le pigeon migrateur ou tourte voyageuse. Il ne s'agissait pas d'une simple espèce d'oiseau, mais d'une force géologique. Au début du 19e siècle, en Amérique du Nord, ils étaient des milliards, littéralement. Les témoignages de l'époque décrivent des volées si denses qu'elles obscurcissaient le soleil pendant des heures, voire des jours, plongeant les villes dans une nuit artificielle en plein midi. Imaginez un fleuve vivant coulant dans le ciel, un bruit de tonnerre incessant provoqué par des millions d'ailes, brisant les branches des arbres centenaires sous leur poids lorsqu'ils se posaient pour la nuit. Ils étaient l'incarnation de l'abondance infinie de la nature. Et pourtant, en l'espace de quelques décennies, l'humanité a réussi l'impossible, réduire l'infini à zéro. Ce fut un massacre industriel, motivé par la cupidité et l'insouciance. On les abattait par millions pour la viande, pour le sport, pour nourrir les porcs. Les filets, les fusils, le feu, tout fut utilisé. La dernière d'entre eux, nommée Martha, est morte seule dans une cage du zoo de Cincinnati en 1914. Avec elle, c'est une part de l'âme du continent américain qui s'est évaporée. Pourquoi vouloir le ramener ? Parce que son absence a laissé une cicatrice béante dans les forêts de Phœus. Le pigeon migrateur était un ingénieur forestier, brisant la canopée pour laisser passer la lumière, dispersant les graines, fertilisant le sol. Sans lui, la forêt stagne. Le projet Revive and Restore utilise aujourd'hui l'ADN du pigeon à queue barrée pour tenter de rééditer le génome de la tourte voyageuse. L'objectif n'est pas seulement de créer un oiseau qui lui ressemble, mais de restaurer le phénomène, ramener le bruit du tonnerre vivant dans le ciel. Mais une question éthique subsiste. Avons-nous la place, dans notre ciel saturé d'avions et d'ondes, pour accueillir à nouveau des milliards de voyageurs ? Numéro 9. Le thylacine, le fantôme de Tasmanie. Si le pigeon migrateur est le symbole de l'abondance détruite, le thylacine, ou tigre de Tasmanie, est celui de la mélancolie absolue. Regardez les rares images d'archives en noir et blanc de 1933. On y voit Benjamin, le dernier spécimen connu, tournant en rond dans son enclos exigu du zoo de Hobart. Il y a dans sa démarche, dans ce corps zébré à mi-chemin entre le loup et le kangourou, une tristesse infinie qui semble traverser l'écran. Le thylacine a été victime de l'ignorance. Les colons européens débarquant en Tasmanie ont vu en lui un tueur de moutons, une menace économique. Ils ont mis sa tête à prix. C'était une calomnie. Ce marsupial carnivore était un prédateur timide, nocturne, à la mâchoire étonnamment faible pour sa taille. Il a été exterminé pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Benjamin est mort de froid, oublié de tous. Une nuit d'hiver, 1936, simplement parce que son gardien avait négligé de le faire rentrer. Mais le thylacine n'est pas tout à fait parti. En 1999, puis de manière plus intensive ces dernières années, des chercheurs ont extrait de l'ADN d'un fœtus conservé dans de l'éthanol depuis plus d'1 siècle. En 2008, un miracle s'est produit.
Des fragments de son code génétique ont été insérés dans un embryon de souris et ils ont fonctionné. Ils se sont réveillés. C'était la première fois que l'ADN d'une espèce éteinte reprenait vie dans un autre organisme. Aujourd'hui, l'Université de Melbourne, grâce à un don philanthropique massif, a monté un laboratoire dédié exclusivement à sa résurrection. Il séquence le génome complet. Le retour du thylacine est une question de quand et non plus de si. Ce serait une rédemption, une lettre d'excuse biologique envoyée à une espèce que nous avons condamnée à tort. Numéro 8, la licorne sibérienne, le mythe de chair et d'os. Oubliez tout ce que vous savez sur les licornes. Effacez les images de chevaux blancs gracieux galopant sur des arcs en ciel. La réalité de la nature est si souvent plus brutale, plus lourde et infiniment plus fascinante. La véritable licorne a existé, elle a foulé le sol de l'Eurasie et elle a croisé nos ancêtres. Son nom est l'Asmotherium sibiricum. C'était un titan, un rhinocéros géant, hirsute, adapté au froid glacial, pesant jusqu'à 4 tonnes. Sur son front trônait non pas une petite spirale nacrée, mais une corne colossale, une structure de kératine pouvant atteindre 2 mètres de long, une arme de siège biologique capable d'éventrer n'importe quel prédateur. Pendant longtemps, on a cru qu'elle avait disparu il y a 200 000 ans. Mais la science a récemment révisé cette chronologie. Des datations au radiocarbone ont prouvé que des licornes sibériennes vivaient encore il y a seulement 29 000 ans au Kazakhstan. Cela signifie que l'Homo sapiens l'a vue, il l'a peut-être chassée, il l'a peut-être vénérée. C'est sans doute la mémoire collective de cette rencontre, transmise au coin du feu pendant des millénaires, qui a donné naissance aux légendes édulcorées que nous racontons aux enfants. Pourquoi la ramener ? Parce que le permafrost sibérien agit comme un congélateur naturel. L'ADN retrouvé est d'une qualité exceptionnelle. Ramener l'Elasmotherium, ce serait confronter nos mythes à la réalité biologique. Ce serait voir de nos propres yeux l'origine de nos légendes. Imaginez la terre trembler sous les pas de cette forteresse vivante. Ce n'est pas de la féerie, c'est de la paléontologie brute. Numéro 7, le quagga, l'identité retrouvée. Le numéro 7 de notre classement est unique car il représente déjà une victoire concrète. C'est la preuve tangible que la résurrection est possible. Le quagga était un animal étrange qui vivait en Afrique du Sud. Il ressemblait à une créature inachevée, comme si la nature avait manqué d'encre. Une tête et un cou rayés comme un zèbre, mais un corps brun uni comme un cheval. Massacré par les colons boers pour sa viande et son cuir, il s'est éteint en 1883. Pendant un siècle, le quagga a été classé comme une espèce distincte perdue à jamais. Mais dans les années 80, l'analyse génétique de peaux empaillées a révélé une vérité surprenante. Le quagga n'était pas une espèce à part. C'était une sous-espèce, une variante locale du zèbre des plaines. Il avait simplement divergé visuellement. Cela a tout changé. Si le code génétique du quagga dort encore, caché, dilué dans l'ADN des zèbres actuels, alors il est possible de le réveiller. C'est le principe de l'élevage sélectif, ou breeding back. Le projet quagga a débuté en 1987. En sélectionnant des zèbres avec peu de rayures sur l'arrière-train et en les faisant se reproduire sur des générations, les scientifiques ont remonté le temps génétique. Aujourd'hui, des troupeaux de rauquagas galopent à nouveau en Afrique du Sud. Ils sont morphologiquement identiques à leurs ancêtres disparus. Certes, les puristes diront que ce ne sont pas les originaux, qu'il manque peut-être des comportements spécifiques, une culture animale perdue. Mais si vous le voyez, si vous le regardez dans les yeux et qu'il ressemble à un quagga, qu'il agit comme un quagga, avons-nous réussi à tromper la mort ou avons-nous simplement créé un magnifique costume ? C'est une question vertigineuse sur la nature même de l'identité. Numéro 6. La rhytine de Steller, le fantôme du Pacifique. L'histoire de la rhytine est bien plus qu'une extinction. C'est un crime contre l'innocence. Ce numéro 6 nous plonge dans les eaux glaciales et sombres du Pacifique Nord, là où la science tente aujourd'hui de réaliser l'impossible. Imaginez une créature titanesque, une montagne de chair et de douceur de 9 mètres pour 10 tonnes, flottant paisiblement parmi les forêts de Varech. Découverte en 1741, elle offrait à la science un spectacle unique. Un animal sans aucune méfiance, incapable de plonger et surtout dénué de toute peur de l'homme. Mais c'est sa loyauté qui l'a condamné. Les marins ont vite compris l'horreur qu'ils pouvaient exploiter.
Lorsqu'il harponnait une femelle, le mâle ne fuyait pas. Il s'approchait, tentant désespérément d'arracher le harpon du corps de sa compagne, s'offrant ainsi au couteau des bouchers. Il a fallu 27 ans, 27 années seulement pour transformer une espèce vieille de millions d'années en souvenirs et en ossements. Mais l'histoire ne s'arrête peut-être pas là. De toutes les espèces disparues, la rhytine est la candidate idéale à la désextinction. Nous possédons son ADN intact et l'océan réclame son retour. Sans elle, les algues géantes meurent, dévorées par les oursins. La science est prête. La seule question qui reste est morale. Avons-nous le courage de réparer le massacre ? Si vous pensez que l'humanité a une dette de sang envers ce géant pacifique et qu'elle mérite une seconde vie, faites entendre votre voix. Pour l'histoire, pour la justice génétique, écrivez ce vœu en commentaire. Sauve-la. Numéro 5. Mégalania, le cauchemar biologique. Avec le numéro 5, nous quittons la tragédie pour l'horreur pure. Ici, la science ne cherche pas à ramener une victime, mais à comprendre un bourreau. Voici le Mégalania. Oubliez tout ce que vous savez sur les reptiles. Imaginez un dragon de Komodo sous stéroïdes, une machine de guerre biologique de 7 mètres de long, pesant le poids d'une voiture, capable de courir plus vite que vous. Ce monstre a réellement partagé l'Australie avec vos ancêtres, mais pas en tant que voisin, en tant que prédateur. Son arme n'était pas seulement sa force brute, mais sa salive. Sa gueule était une usine chimique complexe, sécrétant un venin anticoagulant et des bactéries nécrotiques. Le Mégalania ne tuait pas proprement. Il goûtait sa proie, la laissait s'enfuir et la traquait tranquillement pendant qu'elle se vidait de son sang et que ses tissus se liquéfiaient. Si les paléontologues datent sa fin à l'époque du Pléistocène, le doute persiste comme une ombre sur l'outback. Ce territoire est si vaste et inhospitalier que de nombreux témoignages modernes rapportent encore la vue de lézards titanesques se faufilant dans le bush. La désextinction ici ne serait pas un miracle, mais une condamnation. Ramener le Mégalania, ce serait réintroduire l'être humain dans la chaîne alimentaire, à la place du repas. Numéro 4, la grenouille à incubation gastrique, le miracle biologique. Reprenons notre souffle et quittons la terreur pour le monde de l'infiniment étrange. Le numéro 4, la grenouille Rheobatrachus, possédait une caractéristique si unique qu'elle défiait presque les lois de la biologie. Découverte en Australie, cette grenouille avait un mode de reproduction digne d'un film d'horreur spatiale. La femelle pondait ses œufs, le mâle les fertilisait, puis la femelle avalait ses œufs. Son estomac cessait alors de produire de l'acide chlorhydrique, se transformant littéralement en utérus. Pendant 6 semaines, la mère ne mangeait plus. Ses poumons s'affaissaient pour faire de la place, et finalement, elle ouvrait la bouche et vomissait des bébés grenouilles entièrement formés. C'est une adaptation évolutive stupéfiante, perdue en 1983 à cause d'un champignon pathogène et de la pollution. Mais le projet Lazarus porte bien son nom. En 2013, des scientifiques ont réussi l'impensable. Ils ont pris des noyaux de cellules congelées de cette grenouille disparue depuis 30 ans et les ont injectés dans des œufs d'une espèce cousine préalablement vidée de leur propre ADN. Et les cellules ont commencé à se diviser. Un embryon vivant d'une espèce éteinte s'est formé sous les yeux des chercheurs. Certes, il n'a survécu que quelques jours, mais la barrière a été franchie. Ce n'est plus de la théorie, c'est de la technique. Si nous parvenons à réactiver cette espèce, nous ne récupérons pas seulement un animal, mais une fonction biologique unique qui pourrait même révolutionner la médecine gastrique humaine. Numéro 3. Le smilodon, le roi des prédateurs. Le numéro 3 fait appel à notre fascination pour la puissance brute. Le smilodon, le tigre à dents de sabre, l'icône absolue de l'ère glaciaire. Mais oubliez le personnage sympathique des dessins animés. Le smilodon était une machine de guerre. Trapu, musclé comme un ours, il n'était pas fait pour la course, mais pour la lutte. Ses canines de 20 cm n'étaient pas des outils pour mordre au hasard, c'étaient des poignards de précision chirurgicale. Il plaquait sa proie au sol avec ses bras surpuissants et tranchait la carotide en une fraction de seconde. Il a régné sur les Amériques pendant des millénaires. L'ADN récupéré dans les fossiles, notamment dans les fosses de goudron de La Brea, à Los Angeles, est abondant. La difficulté ici n'est pas le code, c'est le four. Qui portera le bébé ? Les félins modernes sont éloignés génétiquement ?
Une lionne africaine est la candidate la plus probable, mais le risque de rejet immunitaire est immense. Mais posez-vous la question, pourquoi voulons-nous le ramener ? Ce n'est pas pour l'écologie ni pour la nourriture, c'est pour le frisson, pour la majesté. Ramener le smilodon, c'est réintroduire la terreur pure dans la nature. C'est restaurer une hiérarchie où l'homme n'était pas toujours au sommet de la chaîne alimentaire. Serions-nous prêts à partager à nouveau nos forêts avec une créature capable de nous considérer comme une simple collation ? Numéro 2, le mammouth laineux, l'ingénieur du climat. Nous arrivons aux portes de la première place. Le numéro 2 est le projet le plus ambitieux, le plus financé et potentiellement le plus utile pour l'avenir de notre planète. Le mammouth laineux. Il ne s'agit pas seulement de voir un éléphant poilu. Le projet de résurrection du mammouth dépasse la simple curiosité zoologique pour toucher à la géo-ingénierie. Il y a 10 000 ans, les steppes du Grand Nord n'étaient pas des déserts de mousse, mais des prairies herbeuses foisonnantes, la steppe à mammouth. Ces géants, en piétinant la neige, permettaient au froid de pénétrer le sol, préservant le permafrost. Aujourd'hui, sans eux, la neige isole le sol, le permafrost fond et libère des quantités astronomiques de méthane, un gaz à effet de serre puissant. L'idée révolutionnaire du scientifique russe Sergueï Zimov et des généticiens américains est de créer un hybride éléphant d'Asie-mammouth pour repeupler la Sibérie. Ces nouveaux mammouths seraient des soldats climatiques. En abattant les arbres pour refaire de la prairie et en tassant la neige, ils pourraient refroidir le sol de plusieurs degrés et ralentir le réchauffement climatique global. C'est ici que la déextinction prend tout son sens. Utiliser les fantômes du passé pour sauver notre futur. L'ADN est prêt, les matrices artificielles sont en développement. Le retour des rois de l'âge de glace n'est plus de la science-fiction. C'est un plan d'urgence planétaire. Numéro 1. L'homme de Néandertal, le miroir de l'humanité. Nous avons vu des monstres, des oiseaux naïfs et des ingénieurs climatiques. Mais la première place de ce classement ne revient pas à un animal. Elle revient à un fantôme qui nous ressemble. Le projet de déextinction le plus controversé, le plus bouleversant et le plus interdit de tous, l'homme de Néandertal. Il n'était pas l'ancêtre brutal et stupide que l'on a longtemps dépeint. Il était notre frère. Il avait un cerveau plus gros que le nôtre. Il enterrait ses morts, il créait de l'art, il soignait ses blessés. Il y a 40 000 ans, nous l'avons supplanté. Peut-être l'avons-nous exterminé. Son ADN n'est pas perdu. Il est séquencé, complet, et dort même en partie dans nos propres gènes. Le professeur George Church de Harvard a déjà évoqué la possibilité théorique de le ramener. La technologie existe. Il suffirait de modifier des cellules souches humaines pour qu'elles correspondent au génome néandertalien et de les implanter chez une mère porteuse humaine. C'est ici que la science heurte de plein fouet l'éthique. Si nous le ramenons, que sera-t-il ? Un spécimen de laboratoire ? Un monstre de foire ? Ou un être humain avec des droits ? Imaginez regarder dans les yeux d'un être qui est humain sans être sapiens. Imaginez la solitude absolue de cet individu, le seul de son espèce, perdu dans un monde de 8 milliards d'étrangers qui ont tué sa famille il y a des millénaires. Ramener le Néandertal, ce serait l'acte ultime d'humilité ou d'arrogance. Ce serait nous forcer à redéfinir ce que signifie être humain. Serions-nous capables de partager cette planète avec une autre intelligence ou l'histoire se répéterait-elle ? Le Néandertal nous pose la question finale. Sommes-nous seuls parce que nous sommes uniques ou sommes-nous seuls parce que nous avons tué tout ce qui nous ressemblait ? Ce voyage à travers le temps touche à sa fin, de la terreur brute incarnée par le Mégalania à la tragédie silencieuse de la Rythine, en passant par l'énigme de nos propres origines avec Néandertal, la science nous tend aujourd'hui les clés de porte que l'on croyait scellées à jamais. Si vous avez pris le temps de défendre la mémoire du géant des mers dans les commentaires, vous faites partie de ceux qui comprennent que l'avenir se construit en réparant le passé. Si cette exploration aux frontières du réel et de la génétique vous a captivé, ne restez pas spectateur. Rejoignez l'aventure, abonnez-vous et activez la cloche. N'oubliez pas, le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend juste que nous ayons l'audace de le réveiller. À très bientôt.